T'es en train de scroller sur Le Bon Coin ou Se Loger à minuit, et toutes les maisons qui ne ressemblent pas à une future ruine coûtent 500 000 euros. Ah, et la cuisine a des plans de travail en formica de 2003, la moquette est beige, il y a du faux bois dans la cave, et l'agent immobilier a le culot d'appeler ça une maison de débutant. Pendant ce temps, toi, tu fais du calcul mental avec ton salaire en te demandant si t'as loupé une promo énorme ou si tout le marché immobilier est devenu complètement zinzin. Attention, spoiler, c'est pas toi, c'est les maths. Et les maths, elles sont absolument brutales. Moi, c'est Marcel, et aujourd'hui, on va faire un truc que les agents immobiliers détestent. On va calculer qui peut vraiment acheter une maison à 500 000 euros en 2026. Pas qui la banque va accepter de prêter, mais qui peut se l'offrir sans transformer sa vie en simulateur de stress financier. Parce qu'il y a un gouffre entre être éligible à un crédit et pouvoir dormir tranquille après avoir signé les papiers. Commençons par la réalité qui dérange. Dans une douzaine de marchés en France, en Belgique, en Suisse, 500 000 euros, c'est le prix d'entrée de gamme. Ça t'achète pas un château, ça t'achète un F3 de 60 mètres carrés à Bruxelles ou un 50 mètres carrés dans le 19e arrondissement à Paris. Ou une petite maison à rénover en banlieue lyonnaise. Le prix moyen d'une maison en France tourne autour de 290 000 euros. Mais dans les zones tendues, 500 000, c'est le strict minimum pour avoir un bien correct. Le revenu médian en France est autour de 2 300 euros net par mois. Donc on demande à des gens qui gagnent 2 300 euros de mettre 500 000 balles dans un logement. Si ce ratio vous paraît délirant, félicitations, vous êtes réveillé. Mais tout le monde continue à dire que c'est possible. Le banquier dit que t'es éligible, tes parents ont acheté à ton âge avec beaucoup moins, tel influenceur sur Instagram fait du flipping sans apport. Donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tout le monde vous ment sur ce que abordable veut vraiment dire. Commençons par l'apport, parce que c'est là que les rêves des gens viennent mourir. L'ancienne règle, c'était 20% d'apport, 100 000 euros. Je répète, 100 000 euros. L'épargne moyenne des Français, c'est autour de 10 000 à 15 000 euros. Donc t'es pas juste un peu short, t'es à 85 000 euros près. Et si tu te dis que tu vas économiser, on refait les maths aussi. Si tu gagnes 2 300 euros net par mois et que tu mets 10% de côté, ce qui est énorme, tu économises 230 euros par mois. À ce rythme, il te faudra 36 ans pour avoir l'apport, en supposant que les prix n'augmentent pas, ce qui est impossible. Alors tu fais l'apport minimum, 5% ou 10%, 50 000 balles que tu as réussi à gratter je sais pas où. Félicitations, tu viens de débloquer une nouvelle charge mensuelle, l'assurance emprunteur majorée et les frais de garantie. C'est la taxe que tu paies pour le crime de ne pas être assez riche pour mettre 20% d'apport. C'est une taxe sur la pauvreté. Entre 50 et 100 euros par mois en plus. Tu paies pour protéger la banque, pas toi. Maintenant, parlons des mensualités. T'as mis 50 000 euros d'apport, il te reste 450 000 euros à emprunter. Avec les taux actuels, entre 3,3% et 3,8% sur 20 ans, ta mensualité va tourner autour de 2 600 à 2 800 euros. C'est juste le crédit, hein, ça ne comprend rien d'autre. Ajoutons les taxes foncières. En France, elles ont augmenté de 33% en 8 ans. Compte 200 à 400 euros par mois selon où tu habites. L'assurance habitation, ça a explosé. Encore 50 à 80 euros par mois. Les charges de copro si tu es en appart ou l'entretien si tu es en maison. La règle générale, c'est 1% de la valeur du bien par an pour l'entretien. Sur 500 000 euros, c'est 5 000 balles par an, 400 euros par mois. Et sans compter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires si jamais. Bref, additionnons. Crédit 2 700 euros. Taxe foncière 300 euros. Assurance 70 euros. Entretien 400 euros. Charge 100 euros. Total mensuel 3 560 euros par mois, en étant optimiste. Et ça, c'est en supposant que rien ne casse, que t'as pas besoin de changer la chaudière en plein hiver, que la copro décide de refaire la façade, que t'as pas de travaux imprévus. Les conseillers financiers vous diront de ne pas dépasser 35% d'endettement. Les banques vous acceptent à 35%, justement. Faisons le calcul à l'envers. Si tu dépenses 3 560 euros par mois pour ton logement et que ça représente 35% de tes revenus, il te faut gagner 10 200 euros net par mois. Par mois. 10 200, c'est plus de 4 fois le salaire médian. Et là, on arrive au point crucial. Seulement 10 à 15% des ménages français gagnent ce genre de somme. Ça veut dire que 85% des gens ne peuvent pas se permettre une maison à 500 000 euros selon les critères financiers standards. C'est pas une opinion, c'est les maths qui font mal. Mais tu te dis que des gens achètent quand même. Qui ils sont? Certains ont 2 salaires dans la tech ou la finance, certains ont de l'argent de famille. D'autres s'étirent tellement qu'une facture de médecin ou une perte d'emploi ferait tout effondrer. Laissez-moi vous montrer ce que ça donne concrètement pour un vrai foyer qui essaie de faire fonctionner ce modèle. Prenons la famille Martin, 2 cadres, combo de 8 000 euros net par mois, ils sont largement au-dessus de la moyenne, bien installés dans la classe moyenne supérieure. Ils devraient être peinards, non? Regardez ce qui se passe quand ils achètent leur maison à 500 000 euros.
D'abord, 8 000 € par mois, c'est beau, mais il y a la vie. Après le crédit de 2 700, la taxe foncière, les charges, l'assurance, l'entretien, on est à 3 560 €. Il leur reste 4 430 € pour tout le reste. Deux voitures, parce qu'il faut bien aller bosser en banlieue, 600 €. L'assurance auto, 150 €. L'essence, 300 €. Les prêts étudiants ou crédits conso, 400 €. La mutuelle, que l'employeur ne couvre pas à 100%, 100 €. Les courses pour une famille qui essaie de manger correctement, 800 € si on fait gaffe. Les énergies, électricité, gaz, chauffage, téléphone, internet, abonnement, 400 €. Il reste 1 683 €. Pour tout le reste, les fringues, les loisirs, les activités des enfants, les sorties, les réparations de voitures, les dépassements d'honoraires chez le médecin et surtout l'épargne, le fameux matelas de sécurité, la retraite à côté de ce qu'on a déjà. Bon courage. Cette famille met 45% de son net dans le logement. Pas 35%, pas 40%, 45%. Et ce ne sont pas des gens irresponsables. Ils ne s'achètent pas de jet ski ni de vacances aux Maldives. Ils essayent juste de vivre dans une maison que le marché leur dit être normale. Et ça veut dire quoi concrètement au quotidien? Ça veut dire checker ton compte avant d'aller chez Leclerc. Ça veut dire non à la sortie scolaire de ton gamin parce que les 50 €, ils sont peut-être pour la révision de la voiture. Ça veut dire rester éveillé à 2 h du mat à te demander si tu vas pouvoir changer les pneus ce mois-ci ou s'il faut attendre le mois prochain en espérant qu'il pleuve pas. Ça veut dire être à une tuile près du désastre. La chaudière lâche, c'est 4 000 € que t'as pas. La voiture a un problème, la franchise, c'est 500 €, tu mets sur le crédit conso. Le gamin a besoin d'un appareil dentaire, tu finances les soins comme si t'achetais une bagnole. C'est ça, la réalité, pour des gens qui gagnent 8 000 balles par mois et qui achètent à 500 000. Alors imagine pour ceux qui gagnent 5 000 ou 4 000, ou pire, le revenu médian à 2 300. À ce niveau-là, acheter à 500 000, c'est pas tendu, c'est pas même pas un stretch, c'est mathématiquement impossible sans une aide extérieure massive ou sans accepter un niveau de risque qui ferait flipper un trader. Et c'est là que c'est vicieux. Le marché immobilier en a rien à faire de ces chiffres. Les vendeurs mettent à 500 000 parce que c'est le prix des maisons comparables. Les banques acceptent à 35% d'endettement parce que techniquement, le prêt va pas faire défaut immédiatement. Les agents immobiliers poussent à l'achat parce que leur commission dépend de la vente. Personne dans cette chaîne n'a intérêt à te dire que tu vas te noyer financièrement. Le système est conçu pour que tu signes, pas pour que tu t'en sortes à long terme. Et une fois que tu as signé, t'es piégé. Tu peux pas décider 6 mois plus tard que c'était une erreur et te barrer sans détruire ton crédit et perdre ton apport. Alors les gens restent. Ils restent dans des maisons qu'ils ne peuvent pas s'offrir, à faire des boulots qu'ils détestent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une baisse de revenus, à regarder leur épargne fondre, à se demander pourquoi ils stressent autant alors qu'ils vivent le soi-disant rêve français. La vérité, elle est dure à entendre, mais je vais vous la dire. Pour 70 à 80% des ménages français, belges, suisses, une maison à 500 000 € n'est pas abordable, pas durablement, pas sans accepter un niveau de précarité financière qui aurait été considéré comme irresponsable il y a une génération. C'est pas un échec personnel, c'est pas une question de travail ou de gestion, c'est que le marché immobilier s'est complètement déconnecté des revenus réels. Les prix ont augmenté de 48% en 10 ans en Europe, les salaires, eux, ont suivi une courbe beaucoup plus plate. Les maths ne fonctionnent pas, ça peut pas fonctionner. Et pourtant, on continue à faire semblant. On continue à répéter que devenir propriétaire, c'est essentiel pour se constituer un patrimoine, ce qui est techniquement vrai, mais ça oublie le détail, faut survivre au crédit d'abord. On continue à propager le mythe que si tu fais gaffe, si tu arrêtes les petits cafés, si tu fais du freelance le week-end, tu vas y arriver. Mais tu peux pas budgétiser ta sortie d'une crise structurelle de l'accessibilité. Tu peux pas side hustle un apport quand ton loyer bouffe 40% de ton salaire. Tu peux pas manifester un taux d'intérêt plus bas par la pensée positive. Ce que tu peux faire, c'est comprendre les vrais chiffres pour prendre une décision éclairée. Peut-être que cette décision, c'est de continuer à louer et d'investir la différence. Peut-être que c'est de regarder du côté des villes moyennes, des zones moins chères. Peut-être que c'est d'admettre que l'accession dans ton marché actuel, c'est pas viable pour l'instant. Et c'est OK. Parce que personne ne te le dit, mais il n'y a pas de médaille pour acheter une maison que tu peux pas t'offrir. Il n'y a pas de trophée pour être house poor. Le stress de galérer chaque mois pour ton crédit va effacer toute la fierté du jour où tu as récupéré les clés. La vraie question, elle n'est pas de savoir si la banque va te dire oui. La vraie question, c'est de savoir si cette maison va améliorer ta vie ou juste transférer ton argent à une banque pendant que tu stresses pour tes impôts fonciers. Et pour la plupart des gens, quand tu fais les vrais calculs, la réponse devient inconfortablement claire. Alors concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Soyons directs. Si tu regardes une maison à 500 000 € et que tes revenus sont en dessous de 8 000 € net par mois, arrête-toi. Juste arrête-toi.
Tu t'apprêtes à prendre une décision financière qui va dominer et potentiellement ruiner la prochaine décennie de ta vie. Je me fiche de ce que le banquier te dit que tu peux emprunter. Je me fiche de ce que ton agent immobilier te dit être normal dans ta ville. Je me fiche que tes potes aient réussi à le faire. Les chiffres sont les chiffres et ils n'ont rien à foutre de tes envies de cuisine américaine. Parlons de ce qui arrive quand tu ignores ces conseils. Parce que plein de gens le font. Tu forces, tu te convaincs que ça va le faire. Peut-être que tu paries sur une augmentation qui n'est pas encore arrivée. Peut-être que tu prévois de prendre du freelance le week-end. Peut-être que tu en as tellement marre de louer que tu as arrêté de penser rationnellement. Alors tu achètes. Félicitations. Et maintenant? Mois 1, tu fais la mensualité. C'est serré, mais ça passe. Mois 2, pareil. Tu réduis les restos, tu lâches la salle de sport, mais tu gères. Mois 4, ta bagnole a besoin de freins. 600 € que tu n'avais pas prévu. Tu mets sur la carte de crédit. Mois 7, la chaudière rend l'âme en décembre. 3500 €. Tu les as pas, tu finances. Mois 9, ta femme a des heures sup en moins. Vous êtes 500 € plus juste chaque mois. Et ce fameux matelas de sécurité, il s'est jamais constitué parce qu'il restait rien à mettre de côté. C'est ça, la réalité du house poor. T'as une maison, techniquement, même si la banque la possède pour les 25 prochaines années, mais tu peux pas te permettre d'y vivre confortablement. Tu peux pas l'entretenir correctement. Tu peux surtout pas en profiter. Chaque imprévu devient une crise. Chaque décision financière est prise sous l'angle de « est-ce qu'on pourra payer le crédit ?» Tu deviens prisonnier chez toi, à travailler pour payer des murs que t'es trop stressé pour apprécier. Et le pire, c'est que comme le logement est devenu tellement inabordable, on a normalisé cette misère. On a rebaptisé la galère financière en « devenir adulte ». T'es house poor, bienvenue dans la propriété. Tu peux pas meubler 3 pièces, ça fait partie du voyage. Tu manges des pâtes tous les soirs parce que tout passe dans le crédit. Tu te constitues un patrimoine. C'est comme si on avait tous décidé collectivement de faire semblant que galérer pour un toit, c'est un rite de passage, pas le symptôme d'un système cassé. Les chiffres te hurlent dessus, mais la culture te chuchote d'acheter quand même. Tes parents ont acheté au même âge, sauf que leur maison valait 3 fois leur revenu, pas 6 fois. Tes potes achètent, sauf que tu sais pas comment ils s'en sortent vraiment derrière leur porte fraîchement repeinte. La société te dit que louer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Sauf que pouvoir pas payer ton crédit, c'est aussi jeter l'argent par les fenêtres, avec des conséquences pires. Alors laisse-moi te donner la permission de faire un truc radical. Tu peux choisir de ne pas jouer à ce jeu. Tu peux regarder cette maison à 500 000, faire les vrais calculs et décider que ça vaut pas le coup de sacrifier ta stabilité financière, ta santé mentale et ta capacité à te constituer un vrai patrimoine. Tu peux continuer à louer, tu peux épargner et attendre une correction du marché, tu peux regarder ailleurs, des villes moins chères, des surfaces plus petites, tu peux admettre que le rêve de la propriété a été déformé en quelque chose de méconnaissable et peut-être inaccessible. Et c'est pas de ta faute. Parce que ce qui construit vraiment le patrimoine, c'est pas une maison que tu arrives à peine à payer, c'est d'avoir de la marge dans ton budget, c'est de pouvoir investir régulièrement, c'est de pas avoir à choisir entre refaire ta toiture et cotiser pour ta retraite, c'est de dormir sans angoisser sur le prochain prélèvement. La vraie richesse, c'est la liberté, pas la pierre que tu n'arrives pas à poser. L'industrie financière a fait un boulot incroyable pour convaincre tout le monde que l'accession, c'est toujours la bonne décision, que l'achat est toujours mieux que la location, qu'il faut s'étirer au max parce que l'immobilier monte toujours. Mais ils te vendent un produit. Ils gagnent quand tu achètes, pas quand tu prends une bonne décision. La banque gagne sur ton crédit sur 25 ans. L'agent immobilier gagne sur le prix de vente. L'assureur gagne sur ton contrat. Personne dans cette équation gagne quand tu dis « non merci, ça marche pas pour moi ». Alors si tu es là à te sentir exclu, à sentir que la propriété t'échappe, que tu rates une étape fondamentale de la vie d'adulte, j'ai besoin que tu comprennes un truc. C'est pas toi qui rate, c'est le système qui rate. Les prix ont tellement décollé par rapport au salaire que ce qui était normal et accessible pour la génération d'avant est devenu un article de luxe pour la plupart des gens. Une maison à 500 000 €, c'est pas un premier achat, c'est pas abordable avec un revenu médian, c'est pas un truc pour lequel il faut se saigner, sauf si tu as vraiment les revenus qui suivent sans acrobatie financière. Fais tes vrais calculs, inclus tous les frais cachés, sois honnête sur la stabilité de tes revenus. Et si les chiffres collent pas, passe ton chemin. Il n'y a aucune honte à dire « ça n'a pas de sens pour moi maintenant ». Il n'y a pas de trophée pour acheter une maison qui te rend malheureux. La vraie victoire, c'est de prendre des décisions basées sur la réalité, pas sur la pression sociale, sur les maths, pas sur les émotions, sur ta situation financière réelle, pas celle que tu aimerais avoir. C'est comme ça que tu évites de devenir un autre cas d'école dans une vidéo YouTube sur le coût réel de la propriété.
Je suis pas en train de te dire d'abandonner la propriété pour toujours, je suis en train de te dire d'abandonner l'illusion qu'une maison à 500 000 est à portée juste parce qu'une banque veut bien te faire signer. Ces deux choses, c'est radicalement différent. La tolérance au risque de la banque et ta capacité à vivre une vie, c'est pas le même calcul. Peut-être que dans 5 ans, tu auras doublé ton salaire, peut-être que le marché corrigera, peut-être que tu déménageras dans une région où 500 000 achètent quelque chose de décent. Mais aujourd'hui, avec les prix actuels et les salaires actuels, les maths sont cassées pour la plupart des gens. Et faire semblant du contraire, c'est pas être optimiste, c'est se préparer à être une statistique. Alors mon vrai conseil, arrête de regarder à combien la banque te dit que tu as droit. Commence à regarder ce que tu peux vraiment payer sans transformer ta vie en numéro de funambule. Trouve le chiffre où tu peux payer ton crédit, gérer l'entretien, mettre de côté pour les urgences, investir pour ta retraite et encore te souvenir de temps en temps de ce que ça fait de pas stresser pour l'argent. Pour la plupart des gens, ce chiffre est loin de 500 000 et c'est parfaitement bien. T'es pas moins réussi parce que tu es réaliste. T'es pas en train de rater ta vie d'adulte parce que tu refuses de te noyer pour des plans de travail en quartz. Le marché va continuer de faire semblant que ces prix tiennent. Les banques vont continuer d'accorder des crédits qui ne devraient pas exister. Les agents immobiliers vont continuer de te dire que c'est le moment d'acheter. Mais t'as pas à participer à cette folie collective juste parce que tout le monde le fait. Parfois, la décision la plus intelligente, c'est de voir que le jeu est truqué et de choisir de ne pas jouer.